Bonjour tout le monde. On va attendre une petite minute le temps que tout le monde se connecte. Merci encore d'avoir accepté d'être parmi nous au webinaire Diagnexia en langue française. C'est important, juste pour aussi pouvoir partager avec la communauté francophone euh, des webinaires éducationnels. Et on a parmi nous aujourd'hui maître de conférence, Dr Bettina Bizik du CHU de Lausanne. Je vous remercie d'être parmi nous. Merci d'avoir accepté l'invitation. Experte en pathologie moléculaire et notamment avec un focus sur les lymphomes, mais aussi des autres marqueurs. Euh, c'est toujours un plaisir d'écouter nos consoeurs et confrères d'autres continents. J'en reste encore une petite minute avant de commencer pour être dans le temps, laisser les gens un peu se connecter. Et encore une fois, je pense que nous avons plusieurs pathologistes de tout le continent africain, du Maroc, Tunisie. Certains collègues m'ont contacté aussi de RDC Kinshasa et de Dakar. Donc, bienvenue à tout le monde. Je vais vous la parole, docteur Bizik. Je vous laisse vous introduire et commencer. Voilà. D'accord, donc je peux commencer maintenant, c'est en ordre? Oui, oui, c'est bon. Oui, Allez. d'accord. Alors, bonjour à tous. Je suis vraiment très honorée d'avoir été invitée pour donner cette présentation. Et je dois dire que donc j'ai l'habitude de donner quelques présentations, mais pas à un public aussi vaste. Et je suis ravie d'être là. J'espère que cette présentation sera d'intérêt pour vous. Je vous le dirai encore une fois à la fin, mais c'est avec plaisir que je prendrai des questions, même aussi par email, après la présentation, si c'est d'intérêt pour vous. Donc, je m'appelle Bettina Bizik et je suis pathologiste avec une sous-spécialisation en pathologie moléculaire. J'ai fait ma formation en partie en Suisse, en partie en Belgique. Et j'ai aussi l'opportunité de donner des cours à l'Université de Lausanne dans le cadre d'un titre universitaire. Ici, je vais en particulier parler de la pathologie moléculaire, des biomarqueurs et c'est essentiellement une introduction avec l'idée que si certains sujets sont potentiellement d'intérêt pour vous, je pourrais les approfondir dans des webinaires ultérieurs. Voilà, alors ici un petit plan de la présentation. Nous allons brièvement parler des biomarqueurs moléculaires en oncologie, des mécanismes de cancérogénèse. Une grande partie de la présentation sera dédiée aux principes analytiques en pathologie moléculaire. Et là, je vais également demander votre participation pour quelques questions. Et puis, les applications cliniques de la pathologie moléculaire, ainsi que le rôle des biopsies liquides, et ensuite une conclusion. Donc, les biomarqueurs en oncologie. On peut considérer que le diagnostic anatomopathologique est un diagnostic intégré. Bien évidemment, il y a les aspects macroscopiques et histologiques, mais on routine également l'immunohistochimie et de plus en plus des analyses de biologie moléculaire et d'hybridation in situ. Et je dirais que la pathologie moléculaire, on peut permet d'inclure les parties qui sont plus liées à l'analyse de molécules. Et on peut dire que l'immunohistochimie, la biologie moléculaire et l'hybridation in situ concernent tous la pathologie moléculaire. Moi, je vais avoir le focus aujourd'hui sur la partie biologie moléculaire et hybridation in situ. L'immunohistochimie étant quand même plus intégrée dans le diagnostic histologique au sens large. Quel est le rôle du pathologiste en général, pas du pathologiste moléculaire seulement, mais du pathologiste en général dans la prise en charge des patients oncologiques? Notre rôle, surtout en oncologie, est important pour permettre aux oncologues de choisir le traitement le plus approprié pour traiter les malades. Et pour cela, une classification des tumeurs, des cancers est essentielle. Cette classification comporte une classification qui est plus de la charge tumorale. Et pour ça, vous connaissez bien la stadification en TNM. Et il y a également la partie biologie tumorale pour laquelle on peut inclure le type, le grade histologique, mais également des biomarqueurs. Alors, si le type et le grade histologique sont plutôt de l'histologie
pure, les biomarqueurs font appel à des techniques complémentaires d'immunohistochimie, hybridation in situ et biologie moléculaire. Et ces biomarqueurs peuvent avoir un rôle diagnostique, pronostic ou prédictif. Alors ici, en Suisse, on parle surtout de prédictif, mais je sais que dans d'autres pays francophones, on utilise aussi le terme theranostic. Quelles sont des petites définitions de ces termes? Donc, voilà, les biomarqueurs diagnostiques contribuent à la classification correcte de la maladie. C'est par exemple des transcrits de fusion bien spécifiques d'un certain type de sarcome, ou alors peut-être la clonalité lymphoïde qui permet d'aider dans le diagnostic correct d'une prolifération lymphoïde. Voilà. Les biomarqueurs pronostiques sont ceux qui prédisent la survie indépendamment du traitement. Comme indiqué ici, ils permettent ainsi d'identifier la sous-population de patients à risque de rechute qui peuvent bénéficier d'un traitement complémentaire, alors que les biomarqueurs prédictifs, dont on va parler plus aujourd'hui, prédisent la réponse à un traitement bien déterminé et permettent ainsi d'identifier la sous-population de patients qui bénéficient d'un traitement bien spécifique. En d'autres termes, pour prendre Lin et Van Tveer, on peut dire en anglais que les biomarqueurs pronostiques disent ou nous disent si les patients devraient être traités, mais pas forcément comment, mais est-ce qu'il faut un traitement, et les biomarqueurs prédictifs, comment ils doivent être traités, quel est le traitement le plus efficace pour ce cancer, et il s'agit souvent de thérapies ciblées basées sur certaines altérations moléculaires bien précises. Je fais une parenthèse pour revenir sur des mécanismes de cancérogénèse. Vous connaissez la plupart de ces éléments, mais je voudrais insister sur ça parce que c'est évidemment quand même dans les mécanismes génétiques du cancer qu'on va aller chercher nos biomarqueurs. Ce schéma est un schéma qui s'est étendu au cours des années, des décennies, on va dire. C'est les hallmarks des cancers, donc les caractéristiques, les différentes dimensions du cancer. Et il y a ceux qui sont plus connus et qui concernent surtout la génétique des cancers. Et au fur et à mesure, ont été ajoutés des éléments qui sont plus liés au métabolisme cellulaire ou alors au micro-environnement, à l'immunité, etc. Mais pour ce qui concerne la présentation d'aujourd'hui, on parle essentiellement des altérations dans les oncogènes ou dans les gènes suppresseurs de tumeurs qui vont favoriser la prolifération et la survie cellulaire. Pour ça, je vais brièvement souligner la différence entre oncogènes et gènes suppresseurs de tumeurs. Les oncogènes, typiquement BRAF et GFR-KRAS, sont des gènes dont les altérations sont en général activatrices et il suffit en général d'un allèle sur deux, un allèle muté pour activer le gène et favoriser le cancer. Ces altérations de type oncogénique sont souvent des mutations de type miscène, c'est-à-dire des mutations ponctuelles qui sont à des endroits bien précis et qui permettent d'avoir une activation de l'oncogène. C'est pas évident, pas tout type de mutation à travers le gène permet d'activer. C'est quand même quelque chose qui demande une augmentation de la fonction. Donc, c'est des endroits bien précis. C'est aussi pour ça que, en général, dans les oncogènes, les mutations activatrices sont des mutations à hotspot. Ici, c'est une illustration qui vient d'une base de données du TCGA, The Cancer Genome Atlas, que vous connaissez certainement, où vous voyez le gène BRAF, ou plutôt tous ces acides aminés ici, avec le domaine tyrosine kinase, et en vertical, en axe des Y, vous voyez la fréquence de certaines mutations. Vous voyez qu'il y a clairement une mutation qui domine, qui est la mutation pour BRAF V600E, c'est clairement un hotspot. Et en fait, on peut dire que les oncogènes, souvent, quand ils sont activés, c'est des mutations hotspot bien précises. Ceci a des conséquences importantes parce que ça veut dire que pour étudier si le gène BRAF est muté, il suffit en général de cibler cette altération-là. On n'a pas besoin de séquencer le gène entier. Ceci est différent pour les gènes suppresseurs de tumeurs, où en général, les altérations qui favorisent le cancer sont des altérations inactivatrices. On a une perte de fonction. Et aussi pour ça, par exemple pour BRCA1 et 2, TP53, APC, vous savez que dans chaque cellule normale, on a deux allèles qui peuvent être fonctionnels
d'un certain gène. Et en général, si un allèle est muté et qu'il est désactivé, si c'est un gène suppresseur de tumeur, l'autre est encore fonctionnel. En revanche, s'il y a une deuxième altération sur le deuxième allèle, qui peut être soit une deuxième mutation ou une perte de l'allèle normal, dans ce cas-là, on aura deux allèles non fonctionnels, deux allèles dysfonctionnels. Et c'est cette situation qui favorise le cancer. Alors que si une seule altération est présente, ça prédispose, mais ça ne, c'est pas suffisant pour induire le cancer. Cette notion de une mutation d'un allèle et une perte de l'autre allèle, on appelle ça la perte d'hétérozygosie ou loss of heterozygosity, LOH. La conséquence du fait que les mutations qui désactivent les gènes suppresseurs de tumeurs, c'est plutôt des mutations inactivatrices. La conséquence de ça, ou plutôt, qu'est-ce qui est en amont de ça, c'est qu'on peut avoir des mutations ponctuelles qui peuvent être à des endroits clés du gène, mais on a souvent également des mutations tronquantes qui induisent un codon stop et donc la protéine n'est plus complète, en fait, elle est tronquée, ou alors des mutations de type insertion ou délétion qui induisent un décalage du cadre de lecture et la protéine est totalement modifiée. Et ça, c'est aussi une perte de fonction. La conséquence de ce mécanisme, qu'est-ce que ça traduit en quoi? Ça se traduit que les mutations dans les gènes suppresseurs de tumeurs sont généralement distribuées sur l'ensemble de la séquence du gène et pas seulement dans des hotspots. Et cet ensemble indique aussi que pour chercher des mutations dans des gènes suppresseurs de tumeurs, en général, nous avons besoin de séquencer l'ensemble de la séquence, au moins la séquence codante, et il ne suffit pas de cibler des hotspots. Maintenant, je viens dans l'approche plus concrète des mécanismes d'activation d'oncogènes et d'inactivation de gènes suppresseurs de tumeurs. On peut distinguer différents types d'altérations. Et ici, je vais d'abord parler des altérations focales. Typiquement, dans un gène, un exon, un hotspot particulier, on a des activations ou inactivations, soit par des mutations, donc ça change la séquence codante, ou alors des copy number variations, variations du nombre de copies, qui sont en général des amplifications pour les oncogènes et des délétions pour les gènes suppresseurs de tumeurs. Et vous voyez ici, par exemple, l'amplification de cette région d'un chromosome. Un autre mécanisme d'activation d'oncogènes peuvent être les translocations ou un mécanisme en général d'inactivation d'un gène suppresseur de tumeur peut être la méthylation de son promoteur. Donc ça, c'est des altérations qui peuvent être focales et qui peuvent cibler certains gènes particuliers. On peut aussi voir les altérations qui atteignent notre génome d'un point de vue plus global. Et ça, c'est de plus en plus d'actualité de chercher les altérations globales au niveau du génome. Et ça peut être aussi l'ensemble des mutations qui touchent la séquence codante du génome entier. Ça permet de définir des signatures mutationnelles qui parfois permettent d'identifier par exemple une signature de type toxicité liée au tabagisme ou alors toxicité liée à l'exposition au soleil, aux UV. Ou alors des instabilités de microsatellites. Donc ça se traduit dans des signatures mutationnelles sur l'ensemble du génome. D'autres types de profils larges du génome entier peuvent être les profils de CNV, donc variation de nombre de copies. Et il y a certaines tumeurs qui, lorsqu'ils ont par exemple le déficit dans leur combinaison homologue, ils accumulent beaucoup de gains et de pertes à travers tout le génome. Et ça peut être aussi une information utile, par exemple, qui prédit à la réponse au PARP inhibiteur, c'est une autre classe de médicaments. Ou encore, si on regarde la méthylation à travers le génome, on peut voir certains types de profils de méthylation sont plutôt associés à des entités ou des origines particulières. Et c'est ce qui est utilisé maintenant, par exemple, dans les classifications des tumeurs du système nerveux central, notamment tout ce qui est tumeur gliale, ou encore lorsque des carcinomes se présentent sous forme métastatique et le primaire est inconnu, ça permet parfois d'identifier l'origine, le tissu, l'organe d'origine grâce au profil de méthylation et ça c'est aussi plutôt une analyse globale.
J'espère que cette partie est claire. L'altération, une manière de visualiser les altérations globales à travers tout le génome sont ce qu'on appelle les circus plots. Ça, c'est juste une illustration que vous voyez parfois dans les publications, où vous voyez dans un même schéma, vous avez tous ces types d'altérations qui sont représentés ensemble sous différents cercles concentriques. Vous avez par exemple les altérations mutations ponctuelles sur le cercle le plus extérieur, des insertions et des lésions. Vous avez des variations du nombre de copies qui sont plutôt vers le centre ou encore des translocations inter- ou intrachromosomiques. C'est une illustration qu'on n'utilise pas en clinique, mais qui est, je pense, très intéressante d'un point de vue illustration globale de ce qui se passe dans le génome d'une tumeur. Après cette introduction sur les mécanismes de cancérogénèse, j'aimerais parler plus en détail des principes analytiques utilisés en pathologie moléculaire et notamment, je vais faire référence à ce que vous connaissez très bien, c'est-à-dire notre matériel de départ. Donc, on peut distinguer les outils techniques en pathologie moléculaire en deux familles. Voilà. On peut dire qu'il y a des techniques qui sont in situ, donc directement sur l'âme, où la lecture du contexte architectural est importante. Et ici, on peut dire que l'immunohistochimie qui étudie les protéines fait partie de techniques in situ. Et l'hybridation in situ fluorescente, la ISH ou FISH, qui étudie les acides nucléiques, fait aussi partie, comme son nom l'indique, hybridation in situ, c'est aussi une technique in situ. La biologie moléculaire travaille à partir d'acides nucléiques qui sont in vitro, donc à partir plutôt d'un tube. Mais en pathologie moléculaire, et j'insiste beaucoup sur cet élément-là, même la technique in vitro dérive d'une lame histologique, d'une reconnaissance tissulaire ou cytologique des cellules d'intérêt, une sélection des cellules d'intérêt avant l'extraction d'ADN ou d'ARN qui permet après de réaliser les techniques de biologie moléculaire. C'est ça qui, je pense, différencie la pathologie moléculaire en pathologie, intérêt à la pathologie, d'autres techniques de biologie moléculaire où ils n'ont pas ce privilège, si j'ose dire, d'avoir aussi le contrôle morphologique. Donc, on peut donner un sens et interpréter les résultats à la lumière de cette reconnaissance morphologique. Et c'est là que je pense la sélection des zones d'intérêt, donc les cellules tumorales, l'interprétation des résultats sont guidées par l'histologie. Et c'est là que les pathologistes, même non spécialisés en pathologie moléculaire, jouent un rôle fondamental pour permettre de guider les analyses moléculaires et être sûr que les analyses sont représentatives des cellules d'intérêt, les cellules tumorales dont on s'intéresse. Dans ce sens-là aussi, l'approche en tout cas que nous on utilise ici à Lausanne est similaire pour les analyses moléculaires que pour le reste. Donc ça, vous le connaissez très bien. À partir de l'examen macroscopique, on sélectionne les zones d'intérêt pour inclusion en bloc de paraffine, on coupe. Les lames blanches sont utilisées soit pour des colorations HE pour l'analyse histologique, ou d'autres lames blanches, mais coupées de la même façon, avec une étape quand même de nettoyage particulier des microtomes, permet d'utiliser des lames blanches ensuite pour les analyses moléculaires, que ce soit l'immunohistochimie, l'hybridation in situ ou la biologie moléculaire. Il y a d'autres méthodes. Je sais qu'il y a longtemps, ici, par exemple, on grattait sur les blocs de paraffine pour enlever la zone d'intérêt. Cette approche peut être intéressante, mais elle abîme beaucoup les blocs et la meilleure approche, à mon avis, est quand même celle de passer par des lames blanches. Qu'est-ce qu'on fait avec ces lames blanches? Alors, l'hématoxylinéosine est toujours importante pour sélectionner la zone d'intérêt et évaluer le contenu en cellules tumorales. Ça, c'est le rôle vraiment attribué également aux pathologistes, sans besoin que ce soit l'équipe moléculaire. L'équipe moléculaire va recevoir les lames blanches et va procéder à un enrichissement, si nécessaire, des cellules de la zone tumorale. Je vais vous montrer comment nous on fait ici, pour être sûr d'être représentatif des cellules tumorales et après extraire l'ADN ou moins souvent l'ARN et ensuite procéder aux analyses moléculaires. Cette étape d'enrichissement est aussi une étape à laquelle je donne beaucoup d'importance et c'est vraiment aussi ce qui permet de donner de la valeur au rôle de la pathologie en pathologie moléculaire. Alors, quelles méthodes d'enrichissement sont disponibles? Nous, on réalise ces méthodes d'enrichissement sur des lames blanches
comme on a dit, coupée à la suite de l'hématoxylinosyne et on colore au bleu de tolidine. Ensuite, on la visualise sous le microscope et on procède à un grattage manuel des zones d'intérêt sur la lame. Ou alors, lorsque les zones d'intérêt sont plus limitées, on peut procéder à la microdissection au laser. Le grattage, c'est un exemple de lame colorée au bleu de tolidine. Vous voyez que c'est une biopsie bronchique. Vous voyez l'épithélium bronchique ici. On reconnaît moins bien que sur l'hématoxylinosyne, mais on arrive à le reconnaître. On a des amas de cellules tumorales carcinomateuses et on a un infiltrat dans le stroma qui est assez inflammatoire. Ici, avant prise en charge, on avait estimé le contenu en cellules tumorales à 30%. Sous un stéréomicroscope, les techniciens du laboratoire de pathologie moléculaire dans notre laboratoire utilisent, sur indication des pathologistes, une lame de scalpel pour enlever les zones inflammatoires et on conserve uniquement les amas de cellules tumorales pour enrichir en cellules tumorales. Ceci n'est pas toujours nécessaire. Ça dépend aussi de la sensibilité, de la limite de détection de la technique utilisée, mais parfois, ça permet de rendre un cas non analysable, de le transformer en un cas analysable pour analyse moléculaire, le fait d'enrichir en cellules tumorales. Une fois que l'extraction d'ADN ou ARN a été faite après cette étape d'enrichissement, on peut procéder à différents types d'analyses pour chercher des mutations, des copy number variation, amplification, des transcrits de fusion et autres analyses. Je ne vais pas toutes les détailler, mais l'important ici est de comprendre que ces différentes analyses permettent d'explorer en fonction des indications, soit des biomarqueurs avec un rôle diagnostique, pronostic ou prédictif. Brièvement, je vais présenter quelques techniques, mais juste plutôt les mentionner, qui servent pour chercher des altérations focales. Alors, elles sont peut-être de moins en moins utilisées au profit plutôt d'analyse, plutôt de séquençage à haut débit qui explore des panels de gènes, mais elles sont encore d'actualité pour certaines indications, notamment la recherche de mutations par des techniques focales, c'est-à-dire où on cherche des altérations limitées dans un gène ou dans un exone ou un hotspot, sont par exemple le séquençage classique de type Sanger, des techniques de PCR quantitatives ou de PCR digital, par exemple la Droplet Digital PCR. Des exemples typiques sont voilà, la recherche de mutations hotspot DGFR, KRAS, BRAF, KIT ou MYC88. Plus les altérations sont de type hotspot, et plus ces techniques peuvent être encore tout à fait utiles. Je dirais qu'il y a, pour les CNV, notamment pour les amplifications, la fiche est souvent encore le gold standard, donc vraiment la fiche ou la CIche, notamment pour les amplifications d'HER2, dans les cancers du sein, les cancers de l'estomac ou autres, les amplifications d'MDM2 dans les tumeurs lipomateuses. Ça, clairement, la fiche a encore un rôle très important. Pour la recherche de translocation, il y a également différentes approches plutôt par d'analyse focale, et notamment la recherche de certains, notamment la recherche par exemple dans les lymphomes à grande cellule B, la recherche de réarrangement de BCL2, BCL sismique, ou dans les cancers pulmonaires, la recherche de réarrangement à ALK-ROS, RET peut se faire tout à fait par fiche. Ici, il s'agit toutefois de son de fiche de type break apart. Il y a également des altérations de type translocation qui peuvent être basées sur ARN. Dans ce cas-là, on parle plutôt de RT-PCR, reverse transcription PCR, typiquement pour des fusions récurrentes dans différents types de sarcomes. Les autres techniques sont basées sur ADN, celle-là est basée sur ARN, ou encore les analyses de méthylation de certains promoteurs spécifiques. Je peux mentionner la recherche de méthylation des promoteurs des gènes MLH1, par exemple en cas de distinction d'un syndrome de Lynch par rapport à des cancers sporadiques microsatellites instables, ou encore les recherches de méthylation de MGMT dans les glioblastomes. Ces techniques-là peuvent être faites par exemple par pyroséquençage.
Il s'agit donc ici de techniques approche focale. Je me permets de brièvement expliquer les principes de la l'hybridation in situ, notamment par fluorescence. Je pense que c'est une approche qui est très proche de la vision morphologique du pathologiste. Et donc, je pense, je ne sais pas dans vos institutions, si c'est plutôt des techniciens ou plutôt des pathologistes qui lisent les fiches. Chez nous, c'est un pré-screening par le technicien et une validation par un pathologiste. Mais je pense que c'est important de savoir qu'est-ce qu'on regarde. Je me permets de expliquer ça brièvement. Voilà, donc le principe de l'hybridation in situ est celle d'avoir d'une part une sonde marquée, souvent fluorescente, et un ADN cible dans le tissu. La sonde est designée pour être complémentaire à la séquence d'ADN d'intérêt. Il y a une étape de dénaturation qui se fait par la chaleur dans un milieu dénaturant, où le double brin d'ADN et de la sonde, sont aussi des oligonucléotides, on a une séparation de double brin et ensuite on refroidit pour permettre l'hybridation, c'est-à-dire la reconnaissance spécifique de la sonde avec sa séquence cible au niveau tissulaire. Si on fait un design particulier avec des sondes de couleurs différentes qui permettent de cibler certaines régions du génome, ça permet après de visualiser vraiment au microscope la localisation dans les cellules tumorales. Et on va voir brièvement certains types de sondes. Notamment, pour la recherche de translocation, de réarrangement, il y a des sondes qu'on appelle de type break-apart, où le design fait qu'il y a une sonde rouge et une sonde verte qui s'hybrident de part et d'autre d'un gène d'intérêt. Dans une cellule normale, les deux sont proches, ça donne un signal qu'on appelle un signal de fusion, qui souvent apparaît comme étant jaune. Et dans une normale, on va voir deux allèles non réarrangés, donc deux signaux de fusion qu'on peut abréger de F. En cas de réarrangement de ce gène, on a une séparation physique de la sonde rouge et de la sonde verte, les deux parties du gène qui sont séparées par le réarrangement. Et dans une cellule réarrangée, on aura un signal de fusion qui correspond au gène normal et un signal rouge, un signal vert qui sont séparés. Par exemple, la recherche de réarrangement du gène BCL6 peut être visualisée par des fiches break-apart où il y a une sonde verte et une sonde rouge qui s'hybrident de part et d'autre du gène et des zones de cassure. Comment ça apparaît en vrai? Les cellules normales, elles ont deux signaux de fusion par noyau et les cellules réarrangées peuvent avoir une séparation du rouge et du vert d'un des deux allèles. Attention, on parle d'hybridation sur des coupes tissulaires, donc il y a toujours des artefacts de superposition ou de coupe qui sont à prendre en compte. Donc ça ne se lie pas une cellule à la fois, ça se lie un peu globalement. Typiquement, ça c'est un lymphome à grande cellule B. Vous voyez que certaines cellules ont un pattern complet, une fusion, un rouge, un vert, donc un allèle normal, un allèle réarrangé. Il y a d'autres cellules qui ont des patterns incomplets, par exemple un des signaux de fusion, un rouge, probablement que le vert a été coupé, mais il y a également entremêlés aux cellules tumorales des cellules réactionnelles, souvent des petits lymphocytes. Vous voyez qu'il y a également des cellules qui ont un pattern d'hybridation normal de signaux de fusion. Donc attention, ici aussi, la lecture des résultats de fiches doit se faire dans un contexte histologique. Il faut être sûr de regarder les bonnes cellules et la bonne zone tumorale. D'autres types de sondes fréquemment utilisées comme biomarqueurs sont les sondes d'amplification, typiquement dans une cellule normale. Donc le design est un peu différent. Il y a une couleur de sonde qui s'hybride à un gène d'intérêt et une autre couleur à une zone de référence, souvent le centromère. Dans une cellule normale, on a deux signaux de chaque. Dans une cellule avec amplification, on aura un gain de copie du gène de la sonde d'intérêt par rapport au contrôle. Attention, les couleurs ne sont pas standards, donc parfois, par exemple ici pour HR2, certains fabricants mettent le gène d'intérêt dans une couleur, par exemple rouge, et le centromère en vert, alors que d'autres fabricants utilisent des couleurs inversées. Donc, vous devez connaître la couleur du design de la sonde avant de pouvoir interpréter des fiches. Un exemple de cellule normale où vous avez dans la plupart des cas un signal rouge, un signal vert, et un cas avec amplification d'HR2 où vous avez des clusters
ici pour la photo, on n'arrive pas toujours à compter, mais sous le microscope, on arrive, où on voit des clusters de signaux rouges indiquant une amplification. Et vous savez qu'il y a des critères d'évaluation pour définir une amplification d'HR2 ou l'absence d'amplification d'HR2 qui se base sur le nombre de copies et le ratio entre les copies de HR2 et le centromère. Voilà une brève introduction à la fiche. Je pense que ça reste une technique vraiment importante pour la pathologie. Et c'est une application où nos pathologistes sont vraiment fortement impliqués. Je me permets ici de faire également un exemple d'un séquençage classique, mais plutôt pour vous solliciter et exposer à la nomenclature des mutations. Et c'est ici que je demanderai, pas forcément que vous interveniez, sauf si vous avez envie. Et dans ce cas-là, je demande à Hicham de m'interrompre, parce que moi, je ne vois pas si vous levez la main, si vous souhaitez intervenir pour donner votre réponse. Ce que je vais vous présenter ici est un séquençage de type Sanger. Vous voyez qu'on a une séquence sous forme d'électrophérogramme où chaque vague, chaque signal est lié à une couleur et chaque couleur est liée à un nucléotide. Donc, dans ce cas précis, le signal rouge correspond à un T, une thymine, le signal noir, un G, le vert, un A et le bleu, un C. La lecture se fait par l'intermédiaire d'une séquence de référence. On sait que la séquence wild type, la séquence normale, elle comporte des nucléotides, des codons, où chaque 3 nucléotides codent pour un acide aminé. Alors, vous voyez ici que ces 3 nucléotides codent pour une glycine en position 10, etc. Et vous voyez qu'à cet emplacement-là, il y a un double signal. Il y a la séquence wild type qui est un G, une guanine, et il y a un signal supplémentaire qui est un signal rouge. Le signal rouge est un T, donc ça veut dire qu'il y a un T. Il faut savoir que dans cette visualisation, toutes les séquences de mon mélange d'ADN sont superposées, donc on a en même temps une superposition de séquences normales et de séquences mutées, de séquences d'un ADN réactionnel et de l'ADN tumoral. Alors ma question pour vous ici, sur la base du code génétique et de la mutation observée, est-ce que vous arrivez à définir quel est l'acide aminé qui dérive de la mutation, sachant que la glycine en position 12, ici, est un codon codé par GGT. Quel est le codon de la mutation qu'on visualise ici? Voilà, je vous laisse réfléchir quelques instants. Et s'il y a quelqu'un qui veut prendre la parole, c'est avec plaisir qu'on vous écoute. Autrement, dans quelques instants, je poursuivrai. Vous pouvez lever la main ou utiliser le chat, il n'y a pas de souci. Pas de candidat. Alors, il y a No, quelqu'un qui veut prendre la parole? Non? there's no hands being raised. So Okay, okay. Ok. Allez. if people don't want to raise their hand and speak, they can submit via the Q&A Ouais, section. on a demandé. Je pense qu'on peut y aller. Je Bettina. continue? Oui. Oui, d'accord, très bien. Alors, pas de problème. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici? C'est qu'on a à la place... Voilà. À la place du premier G de ce codon GGT, on a un T, une thymidine. Et vous voyez que le codon GGT qui code pour la glycine a été remplacé par un codon TGT qui code pour une cystéine. Alors, une petite remarque, attention, il y a 2 manières de mentionner les acides aminés. Il y a un codage à 3 lettres, et c'est celui qui est indiqué ici.
le 6, et il y a un codage à une lettre qui est le C. Donc, la mutation ici, donc ça, attention, parce que ici, le G et le C qui sont indiqués ici ne représentent pas les nucléotides, mais représentent la version courte des acides aminés. Donc, en général, il est préféré d'utiliser le codage à 3 lettres pour éviter la confusion entre les nucléotides et les acides aminés. Toujours est-il que, pour ce cas, la glycine en position 12, c'est le 12e acide aminé, a été remplacée dans cette séquence mutée par une cystéine. Comment est-ce que cette mutation est écrite par les biologistes, et c'est aussi ce que vous pouvez lire dans les rapports de biologie moléculaire? En fait, on parle d'une part de ces points pour donner la séquence codante et la mutation au niveau nucléotidique, c'est pour coding DNA. Et ici, vous avez un G, donc c'est le nucléotide G qui a été transformé en T en position 34. Ça, je vous dis après pourquoi 34. Et en même temps, la séquence protéique, c'est le petit p, qui à l'origine est une glycéine en position 12, a été mutée en cystéine. Donc le glycine 12 cystéine, si on le voit bien, c'est le codon numéro 12, l'acide aminé numéro 12. L'acide aminé numéro 12, si vous comptez que chaque acide aminé est codé par 3 nucléotides, ça vous indique 12 fois 3, que si vous avez le 36e nucléotide, ça c'est le 35e et ça c'est le 34e nucléotide. Donc c'est le 34e pour lequel la guanine a été transformée en thymine, et ce qui fait une mutation de la glycine en position 12 en cystéine. Voilà la manière dont c'est écrit. Et ici, c'était dans le gène KRAS. Attention, cette mutation glycine 12 cystéine, elle est également connue, surtout chez les oncologues, mais voilà, on peut aussi utiliser la nomenclature à une lettre d'acide aminé, c'est, souvent ils disent la mutation G12C. C'est la même chose, mais c'est une nomenclature à une lettre d'acide aminé. Cette mutation est importante, devient importante, notamment dans le cancer pulmonaire, parce qu'il y a maintenant des traitements ciblés contre cette mutation de KRAS en particulier, dont je vous parlerai brièvement après. Attention, il y a différentes manières de représenter. Donc, dans la littérature, vous allez parfois voir KRAS G12C, parfois P. glycine 12 cystéine, parfois avec le changement nucléotidique. Le plus recommandé, c'est quand même celui d'indiquer le changement nucléotidique avec ces points et le changement au niveau protéique. Voilà, ça c'était un petit exercice, mais je pense que c'est intéressant quand vous lisez des rapports de pathologie moléculaire de savoir de quoi on parle. Je me permets de passer à d'autres techniques de détection d'altérations moléculaires. On a vu avant les altérations focales, par exemple avec des exemples pour la fiche et le Singer, et ici les altérations plus globales qui concernent le génome entier. Vous avez les signatures mutationnelles, les profils CNV ou les profils de méthylation. Et dans ce cas-là, les techniques sont des techniques de plus large spectre, et notamment, on passe à du séquençage à haut débit, NGS, Next Generation Sequencing, et notamment à carrément des séquençages du génome entier, ici, ou du exome entier, ou encore d'autres techniques. Je ne vais pas entrer dans les détails maintenant, je vois que le temps passe vite. Par contre, ce que je voulais vous dire, et là je vais insister un peu davantage, c'est que entre les techniques qui détectent des altérations focales et celles des altérations du génome entier, il y a ce qui est très fréquemment utilisé en clinique, c'est des altérations de panels ciblés de gènes. C'est ce qu'on appelle le séquençage NGS ciblé, ou Targeted NGS, ou Targeted HTS, pour High Throughput Sequencing, qui peut être fait à partir d'ADN pour la recherche de mutations et de copy number variation, ou à partir d'ARN pour la recherche de transcrits de fusion. Pour vous donner une vue d'ensemble des approches NGS, on peut parler du génome entier, de l'exome, donc toutes les séquences codantes, ou alors de panels, et c'est cette approche-là qui est la plus utilisée en diagnostic, en clinique, et pour le moment encore, les séquençages plus larges sont plutôt dédiés à des projets de recherche. On parle ici pour les panels, de panels qui séquencent entre moins de 10 jusqu'à plus que 400 gènes. Et c'est quand même une petite taille par rapport à l'exome complet. Donc, vous voyez, au maximum de mégabases environ.
Le protocole NGS au sens large passe également par une étape d'enrichissement, d'extraction d'ADN, comme pour les réseaux techniques. Il y a ce qu'on appelle la préparation des librairies, qui est en fait la sélection des zones de l'ADN qui doivent être séquencées. Ce qui est peut-être différent ici, c'est que les données sont nettement plus larges, les données générées, et on a besoin ici d'une nouvelle figure dans les collègues, c'est-à-dire la partie bioinformatique, soit par des bioinformaticiens, soit par des logiciels particuliers qui permettent de traiter cette grande quantité de données et obtenir une liste de variants. Ces variants doivent encore être interprétés. Ils font ensuite l'objet d'un rapport de biologie moléculaire et sont ensuite intégrés dans le rapport de pathologie. Et là aussi, vous avez un rôle important. Il faut comprendre les résultats pour pouvoir les intégrer correctement dans le rapport de pathologie. Ça, c'est juste pour vous donner une idée. Voilà, ça, c'est les différents panels NGS qui sont à disposition dans notre institut, qui concernent soit des petits panels, des panels plus grands, des panels dédiés parfois, par exemple, à l'hématopathologie qui est un peu à part, un panel dédié aux biopsies liquides, ou encore des panels dédiés aux gènes de fusion qui sont basés sur ARN, à titre d'exemple. Je parle brièvement de cette notion de préparation de librairie qui peuvent être soit sélectionnées par des PCR, ça on appelle ça des librairies amplicons, ou par des sondes d'hybridation, on appelle ça des librairies de type capture. Le but de ces librairies est de d'abord sélectionner les gènes d'intérêt avant de passer au séquençage. Comment c'est visualisé ensuite? Une fois que le NGS a fait le séquençage, on visualise les séquences dans un logiciel. Il y a différentes étapes bioinformatiques, mais ici, c'est pour vous dire, voilà, les séquences sont générées, elles sont alignées au génome de référence. Et ici, en bas, vous voyez que c'est le gène EGFR pour cette situation. Vous voyez que dans ce gène EGFR, on a séquencé des régions qui correspondent à l'exon 18, l'exon 19 et l'exon 20, et puis l'exon 21. Et c'est ces zones-là qu'on va analyser plus en détail. Je vous donne un autre exemple, et ça, c'est une visualisation de type séquençage à haut débit NGS panel. Vous voyez que ici, vous avez en bas la séquence de référence, c'est celle qui est attendue. Vous voyez la séquence en nucléotides au-dessus, en acide aminé en bas. Et vous voyez ici, tous ces G sont des nucléotides qui ont remplacé le T qui était le T de référence. Chaque ligne correspond à un read, donc une séquence générée par le séquenceur. S'ils sont tous alignés par la pipeline bioinformatique à la séquence de référence, on voit qu'il y a un certain nombre, ici c'est 28% de toutes les séquences qui comportent la mutation G à la place du T. Et ici, la manière dont ce résultat est reporté dans un rapport de pathologie est un peu plus complexe que ce qu'on a vu avant, mais je vous le explique brièvement. Il y a le gène EGFR, gène en question. Quel est l'exon? Ici, c'est l'exon 21. Quelle est la séquence de référence? Le résultat, il est mentionné comme je vous l'expliquais avant, c'est-à-dire la position nucléotidique avec le T de référence, la thymine, qui s'est transformée en guanine. Et au niveau protéique, ça se traduit en une leucine en position 858 transformée en arginine. Il y a une notion nouvelle qui est celle de la VAF. Attention, c'est la fréquence allélique, Variant Allele Frequency, qui représente la proportion de reads mutés à cet endroit-là par rapport à tous les reads générés par le séquenceur. Ici, on avait 28, mais voilà, on avait 28 ou 25% de reads mutés sur 4000 environ reads complets, et on doit encore interpréter, donner une pathogénicité à cette observation. Et ici, la classe 5 signifie qu'il y a ça veut dire que c'est un variant pathogène. Ceci est un hotspot bien connu. On peut dire que cette mutation-là a une signification fonctionnelle pathogénique, et c'est une altération prédictive d'une réponse aux inhibiteurs du domaine thyroïdine kinase de l'EGFR. Je vois que le temps, il passe vite, donc je vais aller un peu plus vite, juste pour dire que chaque variant qu'on identifie, chaque mutation, on doit lui donner une interprétation fonctionnelle. C'est les classes de pathogénicité. 5, c'est pathogène. 4, probablement pathogène. Les autres sont moins importants. Il y a également une classification qui est plus utilisée par les oncologues, qui est l'interprétation de l'actionnabilité. Et ici, vous avez une autre échelle qu'on appelle S4, ou ici, c'est le chiffre inverse, c'est-à-dire le S4-1, c'est ceux qui ont un traitement ciblé reconnu comme standard of care.
Et ceci m'amène à vous parler brièvement des applications cliniques au sens large. On a parlé des biomarqueurs avec un rôle diagnostique, pronostic ou prédictif. Et pour ce qui concerne la pathologie moléculaire, c'est surtout sur les rôles prédictifs que les oncologues nous sollicitent de plus en plus. Il y a à peu près, si on cherche vraiment, 57% des tumeurs dans une série ici qui contient des mutations potentiellement actionnables, donc ciblables, dont vous trouvez des guidelines sur différents sites européens ou américains. Il y a parmi les biomarqueurs actionnables, il y a certains qui sont spécifiques de certaines tumeurs, par exemple EGFR dans les cancers du poumon ou ALK dans les cancers du poumon, etc. Mais il y en a d'autres qui sont ce qu'on appelle les biomarqueurs tumeurs agnostiques, qui ne dépendent pas de la tumeur et qui sont, par exemple, l'instabilité des microsatellites, la charge mutationnelle élevée, les fusions d'NTRK, etc. Ces altérations-là, si elles sont identifiées dans une tumeur de n'importe quel type histologique, après les premières lignes de traitement, peut faire l'objet d'un traitement ciblé. Je passe pour ce qui est le poumon parce qu'on a plus de temps, mais ce sera mon plaisir de répondre à des questions spécifiques. Juste dans les poumons, voilà, il y a des mutations et des fusions qui peuvent être détectées par différents types d'approches. Voilà, dans les cancers pulmonaires non petites cellules, l'ensemble des biomarqueurs qui aujourd'hui ont des cibles, qui peuvent être ciblés par des traitements spécifiques et dont on va chercher les altérations. Et peut-être brièvement encore, pour des biomarqueurs qu'on va cibler avec des traitements spécifiques, il se développe au bout de quelques mois des mécanismes de résistance qui peuvent être divisés en 3 catégories. Les plus importants les plus fréquents sont les on-target. Ça veut dire que le gène ciblé lui-même acquiert des mutations qui empêchent à l'inhibiteur d'avoir son effet. Par exemple, les cancers du poumon traités par les GFR ciblés par l'osimertinib peuvent acquérir des mutations de résistance, soit dans le gène EGFR lui-même, soit dans d'autres mécanismes d'activation des voies d'oncogenèse. Les fusions de ALK, également décrites dans les cancers pulmonaires non petites cellules qui peuvent être ciblés par des traitements spécifiques, peuvent également acquérir sous forme de résistance différents types de mutations, notamment dans le gène ALK. Ou encore, plus récemment, depuis l'année passée, on nous demande maintenant de chercher les mutations du gène ESR1 qui code pour le récepteur aux œstrogènes parce que les cancers du sein traités par inhibiteurs de l'aromatase développent des mutations dans des hotspots spécifiques d'ESR1. Et c'est là que, brièvement, je vais juste une diapositive sur les biopsies liquides. C'est important, ça prend de l'ampleur. Les biopsies liquides, en fait, c'est des simples prises de sang dans lesquelles on va essayer d'isoler l'ADN libre circulant. Dans cet ADN libre circulant qu'on appelle le cfDNA, il y a également des fragments d'ADN tumoral qu'on appelle le ctDNA, Circulating Tumor DNA, dans lequel qu'on peut analyser et chercher les mécanismes de résistance sans avoir besoin de rebiopsier, surtout dans les situations où les rebiopsies sont difficiles. Voilà, j'espère que ceci était d'intérêt pour vous. Je me permets de souligner le rôle du pathologiste dans les biomarqueurs moléculaires. Et c'est notamment très important le rôle de sélectionner les bonnes zones et vérifier les indications cliniques et intégrer les résultats dans les diagnostics anatomopathologiques. Ce pas des fonctions qui doivent être entièrement confiées aux biologistes ou aux techniciens. Je pense que les pathologistes ont un rôle important dans cette intégration. J'espère que cette présentation vous a permis de comprendre la nomenclature des mutations et que je vous ai indiqué, peut-être pas souligné assez, mais l'importance de la fréquence allélique. En fait, je n'ai pas insisté là-dessus, mais en général, la fréquence allélique reflète quand même le contenu en cellules tumorales, donc il y a une corrélation à voir à ce niveau-là. Et l'indication principale actuelle des biopsies liquides sont les mécanismes de résistance. Voilà, je remercie l'équipe de pathologie ici à Lausanne ainsi que mes collègues des laboratoires Fiche et Biologie nucléaire. Je vous remercie de votre attention et remercie également Diagnexia pour m'avoir invité pour donner cette présentation. Et volontiers, je suis à disposition pour répondre à vos questions. Je vous remercie, Bettina, merci pour le respect du temps, merci pour la présentation. Très académique, très didactique. Bon, ça a été partagé dans le groupe par certaines consoeurs pédagogiques.
Et c'est important, c'était vraiment ça l'objectif, dédiaboliser la moléculaire. Et j'ai bien aimé le terme, la pathologie moléculaire, j'insiste, parce que c'est une spécialité intégrée maintenant dans le workflow. Et j'ai peut-être, en attendant qu'il y ait des questions par l'assistance, quel est votre workflow? Est-il intégré à la demande ou est-ce qu'il est centralisé, c'est-à-dire que c'est surtout le canton de Lausanne, ou est-ce que comment se passe le workflow? Oui, alors tout à fait, c'est une excellente question. Euh, je pense que cela dépend vraiment de la structure. Et nous, on est l'hôpital universitaire, donc on est l'hôpital de référence de la région de Lausanne et de l'Arc lémanique, du canton de Vaud. Mais il y a également des laboratoires et des hôpitaux privés qui sont d'une certaine taille et qui développent aussi leurs analyses moléculaires. Donc, la pathologie au sens primaire, la pathologie de base est dans chaque hôpital, privé ou pas, dans le laboratoire privé ou chez nous. Les analyses moléculaires de premier recours sont également effectuées, réalisées dans les laboratoires externes. Et nous, on reçoit soit les cas de l'hôpital ici, du CHU ici, soit les cas en consultation qui parfois viennent directement pour des analyses moléculaires qui ne sont pas disponibles dans les autres institutions, notamment pour les panels plus larges, dont les résultats sont discutés dans les cas du tumor-borne moléculaire. Également, par exemple, les cas en consultation qui sont adressés pour d'autres spécialités, par exemple l'hématopathologie, à nos experts d'hématopathologie ou de pathologie pilopancréatique, etc., qui, eux, peut-être souhaitent réaliser des analyses moléculaires. Du coup, on reçoit dans ce cas-là également des demandes de nos spécialistes en interne de matériel qui vient peut-être de l'extérieur. Mais c'est plutôt, chaque hôpital travaille avec un laboratoire de pathologie et en première intention, on se débrouille dans chaque institution et c'est seulement les analyses plus complexes qui sont sous-traitées, qui nous sont adressées pour analyse plus élargie. Voilà. J'espère que ça répondra à la question. Oui, oui, pour moi, c'est très clair. Oui. Pour ma deuxième question, le temps de voir s'il y a quelques questions dans le chat. Donc, vous avez un parc technologique qui est large, si j'ai vu pour bien comprendre. Vous n'êtes pas que sur du thermo, de l'Illumina et tout, mais vous passez de la fiche à du séquençage jusqu'au méthylome. Donc, Oui. c'est un panel large. Vous avez tous les modèles. Oui, absolument. Alors, je dois dire que quand même de plus en plus pour les indications prédictives standards, donc cancer du poumon, cancer du côlon, mélanome, les gystes, tout ça, on utilise quand même plutôt du séquençage NGS, en général des panels relativement petits. Par contre, il y a quand même pas mal d'indications où on fait encore des fiches ou même des techniques de séquençage ciblé. Alors, on fait plus de Sanger. Par contre, on fait du séquençage ciblé, par exemple, par la PCR digitale, parce que ça permet de cibler avec une très haute sensibilité, détecter avec une limite de détection très, très basse, des échantillons difficiles. Donc, on a plutôt les séquençages larges pour des échantillons standards ou alors des patients cliniquement avancés, ou des séquençages ou des techniques plus ciblées ou des techniques PCR plus ciblées quand c'est l'échantillon qui est difficile et qu'on n'a pas assez, par exemple, de matériel ou le contenu tumoral est trop faible pour permettre un séquençage large. Voilà, c'est un peu comme ça qu'on peut le distinguer en... Alors, je vais passer au chat. Oui, On a un remerciement de Dr Nolan. Merci beaucoup. Donc, merci, merci. et on a professeur Rice du CHU de Marrakech qui pose une question concernant l'altération du MET dans les carcinomes bronchiques non à petites cellules. Est-ce que c'est Oui. actionnable? Et merci. Voilà. Merci beaucoup, merci. Alors oui, la question est très intéressante. Donc en fait, on peut regarder MET sous deux formes. Il y a effectivement les altérations qui sont des mutations en amont ou en aval de l'exon 14 de gène MET, qu'on appelle les exon 14 skipping mutations, qui sont des altérations primaires détectées peut-être dans environ 5% des carcinomes bronchiques non en petites cellules et qui font maintenant partie des altérations ciblables par des inhibiteurs de MET. Tout à fait. Et ça, c'est plutôt, étant donné, bon, c'est peut-être un peu compliqué à expliquer vite, mais ces mutations-là, qui sont des mutations au niveau de l'ADN, induisent une
un skipping, une délétion de l'exon 14 qui est facile à voir par ARN. Donc, en fait, on le détecte plutôt au niveau de l'ARN où on voit que l'exon 13 est suivi de l'exon 15. Même si on peut le détecter au niveau de l'ADN, mais alors on cherche plutôt les mutations, alors qu'au niveau de l'ARN, on cherche la perte de l'exon 14. Ça, c'est donc maintenant, ça fait partie des indications standards. Quand on fait analyse des cancers pulmonaires en première intention, on analyse également MET. MET intervient également comme mécanisme de résistance principal dans les cancers pulmonaires non petites cellules ciblés, par exemple, s'ils sont EGFR mutés, qui sont ciblés par les inhibiteurs EGFR ou inhibiteurs de ALK, etc. L'amplification de MET est un mécanisme très important de résistance. Et dans ce cas-là, nous, on cherche cette amplification-là par fiche. Ça, c'est le gold standard pour les amplifications de MET, notamment. J'espère que ça répond à la question. Ouais, merci beaucoup. C'est vrai qu'on commence à voir les antimètres sur le marché, et notamment on le recherche aussi en biopsie liquide parfois comme mécanisme de résistance qu'on ne peut pas Oui, absolument. dans le suivi des patients. Absolument, oui. Passer à une autre question. On a encore quelques minutes. Je vous remercie d'avoir été si nombreux parmi nous, plus de 50 personnes. Donc, ça se voit qu'il y a un intérêt à la pathologie moléculaire. Je pense que j'ai quelque chose sur le chat. Oui, pour l'analyse bioinformatique, Dr Taha Hanin, vous optez pour une seule database génomique, type Sophia Genetics, ou plus. Est-ce que vous avez votre propre bioinformatique ou vous avez une bioinformatique externalisée, commerciale ou autre? Merci, docteur. Oui. Merci pour cette question aussi intéressante. Alors, nous, on a la chance depuis déjà 10 ans d'avoir un bioinformaticien dans notre équipe, très expérimenté. Donc, nous, depuis le début, c'est des pipelines validés in-house. On a fait à un certain moment appel à Sophia Genetics parce qu'on voulait aussi voir quel était leur service. Et en fait, c'était très bien. Et je pense que c'est tout à fait une solution tout à fait valide d'externaliser la partie bioinformatique parce qu'on n'a pas justement la possibilité d'avoir forcément des bioinformaticiens. Il y a d'autres également logiciels qui peuvent permettre de faire ça. Mais je pense que pour des hôpitaux universitaires qui doivent gérer des analyses très, très larges et complexes, l'avantage d'avoir un bioinformaticien, c'est qu'on peut aller creuser dans les données, même si c'est pas le standard qui sort, et on peut aller vraiment chercher, se poser des questions. Et je vois très souvent, on discute quand même avec notre bioinformaticien et on se base pas juste sur le output de la pipeline. Donc, je dirais, ça dépend un peu des disponibilités, des ressources disponibles. Je crois que le mieux, c'est quand même d'avoir un bioinformaticien, mais autrement, Sophia Genetics ou d'autres ressources sont tout à fait valides et c'est des experts aussi. C'est juste qu'ils sont pas ici, ils sont pas chez vous, mais ils sont disponibles et en général, ils fournissent un service qui est certes payant, mais qui est de grande qualité. On va prendre peut-être une dernière question, parce qu'on a encore une minute. Dr Saad Attila qui pose la question suivante. Quel intérêt à la fréquence allélique dans l'interprétation des résultats de l'analyse biomoléculaire? Merci. En fait, j'aurais voulu parler plus de ça parce que c'est important. Alors, effectivement, si on considère, je veux un bref exemple, un cancer pulmonaire non petite cellule, on cherche une altération des GFR. En général, les oncogènes, on considère qu'un allèle sur 2 est muté. Et si vous avez un contenu en cellules tumorales d'environ 50%, vous attendez à voir une fréquence allélique d'une mutation driver, donc qui est à la base de tout le clone, une altération à peu près à la moitié, c'est-à-dire 50% de cellules tumorales, la VAF, vous attendez qu'elle soit environ à 25%. Si, après avoir revérifié votre estimation du contenu en cellules tumorales, vous voyez que oui, c'est bien 50%, mais que vous avez une fréquence allélique d'une mutation à 5-10%, vous pouvez déduire de là que c'est probablement un sous-clone. Et dans ce sens-là, ça permet de faire une corrélation. Et en général, les drivers sont quand même en général pas des sous-clones, mais ça nous arrive. Et quand ça nous arrive qu'il y a un vrai décalage, on le souligne parce que ça veut aussi dire potentiellement que le traitement ciblé ne va pas être efficace sur l'ensemble de la population tumorale. C'est un peu différent pour le gène suppresseur de tumeur. Je suis à disposition. Je pense que l'heure arrive au bout. Je suis à disposition pour répondre aux questions par email ou dans un autre contexte si vous le souhaitez. Je réitère ceci. Vous êtes tous libres à contacter Dr Bettina Bizik directement pour toute question, pour tout développement, pour tout avis.
Encore une fois, merci. Je vais vous remercier. C'était très instructif, très pédagogique, encore une fois. Je remercie Diagnosia Education pour cette session. J'espère qu'il y en aura d'autres. Je vous remercie, je remercie à l'assistance. Plus de 50 personnes parmi nous. Encore merci pour votre patience. Merci. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup, Hicham. Thank you, Diagnosia.